J'avais toujours su que j'étais adopté. Ce n'était pas un secret de famille soigneusement gardé, mais une vérité douceâtre, distillée au fil des années par mes parents adoptifs, Marie et Paul. Ils avaient toujours été honnêtes, ou du moins aussi honnêtes qu'ils le pouvaient, avec l'histoire de ma venue dans leur vie. « Tu es un cadeau du ciel, Élise », me disait souvent Marie, ses yeux bleus pétillants d'amour. Un cadeau que nous avons attendu et désiré plus que tout. Paul, plus réservé, hochait la tête en signe d'approbation, sa main se posant tendrement sur mon épaule. Je n'avais jamais ressenti de manque, ni d'amertume. Marie et Paul étaient mes parents, point final. Leur maison, cette vieille bâtisse en pierre au cœur de la Bretagne, était mon foyer, le seul que j'ai jamais connu. Pourtant, une petite graine de curiosité avait germé en moi, insidieuse, silencieuse, au fil des années. Non pas un désir de remplacer Marie et Paul, loin de là, mais plutôt une envie de compléter le puzzle de mon identité, de comprendre d'où je venais, les racines qui me liaient à un passé inconnu. Cette curiosité s'était intensifiée à l'approche de mes 30 ans. Un âge charnière, peut-être. L'âge où l'on commence à se poser des questions existentielles, à regarder en arrière et à se demander ce que l'avenir nous réserve. J'avais commencé par des recherches discrètes. Internet était une mine d'informations, mais aussi un labyrinthe de faux espoirs et de déceptions. J'avais consulté des forums d'adoption, lu des témoignages, rempli des formulaires en ligne. Rien. Le dossier d'adoption était verrouillé, protégé par le secret, comme tant d'autres. L'agence d'adoption, fermée depuis longtemps, n'existait plus. Les informations semblaient avoir disparu dans les méandres de l'administration. J'aurais pu abandonner. Beaucoup l'auraient fait, mais cette petite graine de curiosité avait poussé, s'était transformée en une plante tenace, aux racines profondes. Je ne cherchais pas une mère de substitution. Je ne cherchais pas à bouleverser l'équilibre de ma vie, si paisible et aimante. Je voulais juste savoir. Un jour, en rangeant de vieux papiers dans le grenier, je suis tombé sur une boîte en carton oublié. À l'intérieur, des photos jaunies, des lettres manuscrites, des cartes postales. Des souvenirs du passé de Marie et Paul, avant moi. Et puis, au fond de la boîte, une enveloppe Kraft, épaisse, portant mon nom de naissance. Élise Moreau. Mon cœur s'est emballé. L'enveloppe était cachetée avec de la cire rouge. J'ai hésité un instant avant de l'ouvrir. Comme si en brisant le sceau, j'allais franchir une ligne, ouvrir une porte vers un inconnu qui pourrait changer ma vie à jamais. J'ai pris une grande inspiration et j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite, datée d'il y a 30 ans, quelques jours après ma naissance. L'écriture était élégante, cursive, légèrement tremblante. « Chère Élise », commençait la lettre, « si tu lis ces mots un jour, c'est que le temps a passé et que la curiosité t'a poussé à chercher tes origines. Je m'appelle Isabelle Dubois. Je suis ta mère biologique. » Les mots ont résonné dans ma tête comme un écho lointain. Isabelle Dubois, ma mère. J'ai continué à lire, les mains tremblantes, le souffle court. La lettre était longue, émouvante. Isabelle racontait son histoire, son jeune âge, ses difficultés financières, son incapacité à élever un enfant dans de bonnes conditions. Elle expliquait son choix de l'adoption, un déchirement, une décision douloureuse mais mûrement réfléchie, par amour pour moi. Elle parlait de son espoir de me savoir heureuse, aimée, dans une famille stable. Et puis, à la fin de la lettre, une adresse à Paris. Si jamais tu souhaites me contacter, écrivait Isabelle, cette adresse sera toujours la mienne. Je ne sais pas si tu voudras me rencontrer. Je ne t'en voudrais pas si tu ne le fais pas.
Mais sache que je pense à toi, Élise, chaque jour de ma vie. » J'ai relu la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. L'émotion était intense, un mélange de surprise, de gratitude, de tristesse et d'espoir. Ma mère biologique était vivante. Elle voulait être retrouvée. Elle avait laissé une porte ouverte. J'ai reposé la lettre, le cœur battant la chamade. J'ai regardé autour de moi, le grenier poussiéreux, les vieux meubles, les objets oubliés. Tout semblait soudainement différent, chargé d'une nouvelle signification. Ma vie, jusqu'à présent si linéaire, si prévisible, venait de prendre un tournant inattendu. Je n'avais jamais imaginé que ma recherche aboutirait. Je pensais que le secret de mes origines serait à jamais enfoui dans le passé. Et pourtant, voilà, une lettre, une adresse, une mère biologique qui m'attendait peut-être. Je suis descendu du grenier, la lettre précieusement serrée contre moi. J'ai trouvé Marie et Paul dans le jardin, en train de s'occuper des rosiers. Je leur ai montré l'enveloppe, les mains tremblantes. Ils ont compris en un instant. Leurs visages se sont figés, un mélange d'inquiétude et de surprise dans leurs yeux. « Élise, qu'est-ce que c'est ?» a murmuré Marie, la voix hésitante. J'ai tout raconté. La boîte dans le grenier, la lettre, l'adresse à Paris. Le silence s'est installé entre nous, lourd, chargé d'émotions non dites. Paul a posé sa main sur mon épaule, son regard empli de tendresse. « C'est ton choix, Élise, » a-t-il dit doucement. « Nous te soutiendrons quoi que tu décides. » Marie a hoché la tête, les yeux brillants de larmes. « Oui, mon amour, » a-t-elle ajouté. « C'est ta vie. Tu dois faire ce qui te semble juste. » Leur réaction m'a touché profondément. Je savais que cette découverte pouvait les blesser, raviver des peurs, des incertitudes. Mais ils étaient là, à mes côtés, prêts à m'accompagner dans cette nouvelle étape de ma vie. J'ai pris leurs mains, les yeux pleins de gratitude. « Je ne sais pas ce que je vais faire, » ai-je dit, « mais je sais que je vous aime. » Ils m'ont serré dans leurs bras, un long moment de silence et d'émotion partagée. Ce soir-là, je n'ai pas beaucoup dormi. La lettre d'Isabelle tournait en boucle dans ma tête. Paris, une ville que je connaissais peu, mais qui soudainement prenait une nouvelle importance. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'allais aller à Paris. J'allais rencontrer ma mère biologique. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Mais je savais que je devais le faire pour moi, pour comprendre, pour enfin connaître la vérité sur mes origines. J'ai réservé un billet de train pour Paris. Le départ était dans 2 jours. Le temps de me préparer, de rassembler mes pensées, de dire au revoir à Marie et Paul. L'excitation et l'appréhension se mêlaient en moi, créant un cocktail d'émotions intenses et déstabilisants. J'étais sur le point de rencontrer une inconnue qui était aussi, d'une certaine manière, une partie de moi-même. Une inconnue qui détenait peut-être les clés d'un secret enfoui depuis 30 ans. Un secret qui, je le sentais confusément, allait changer ma vie à jamais. Le voyage en train vers Paris m'a paru une éternité. Mes pensées tourbillonnaient, se mélangeaient, s'entrechoquaient. J'imaginais le visage d'Isabelle, sa voix, son histoire. Est-ce qu'elle me ressemblerait? Est-ce qu'on aurait des points communs? Est-ce qu'elle serait heureuse de me voir? Ou regretterait-elle d'avoir laissé cette porte ouverte? J'avais relu sa lettre des dizaines de fois, cherchant des indices, des réponses, des signes. Mais la lettre restait muette, figée dans le passé, emplie d'une émotion palpable, mais lointaine. L'adresse parisienne était un quartier que je ne connaissais pas, dans le 18e arrondissement, près de Montmartre. Un quartier populaire, vivant, animé. J'avais réservé un petit hôtel dans le même arrondissement,
pour être proche de l'adresse d'Isabelle. En arrivant à Paris, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension encore plus fort qu'à la gare. La ville lumière, d'habitude si attrayante, me semblait soudainement intimidante, immense, anonyme. J'ai pris un taxi jusqu'à l'hôtel, le cœur battant la chamade. Après m'être installé, j'ai hésité. Fallait-il appeler Isabelle, lui envoyer un message ou simplement me présenter à son adresse sans prévenir? J'ai opté pour la dernière option. L'idée d'un appel téléphonique me paralysait. J'avais besoin de la voir, de la rencontrer, de sentir sa présence, de me confronter à la réalité de cette rencontre. J'ai pris une longue inspiration, j'ai vérifié l'adresse sur la lettre et je suis sorti de l'hôtel. La rue était bruyante, animée, pleine de monde. J'ai marché d'un pas hésitant, le cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. L'adresse était un immeuble ancien, un peu délabré, avec une porte cochère massive et sombre. J'ai sonné à l'interphone, le doigt tremblant sur le bouton. « Dubois », ai-je murmuré, la voix à peine audible. Un grésillement, puis une voix féminine, hésitante. « Oui. C'est qui? Bonjour. Je suis Élise Moreau. J'ai une lettre pour Madame Dubois. Isabelle Dubois. » Un silence. Un long silence. Puis, la voix a repris, plus claire, plus assurée. « Attendez. J'arrive. » Le portail a grincé, s'ouvrant lentement sur un couloir sombre et humide. J'ai avancé, les jambes flageolantes. Au bout du couloir, un escalier en bois, usé par le temps. J'ai monté les marches, une à une, le cœur battant à tout rompre. Au deuxième étage, une porte en bois, peinte en vert foncé. Un numéro, 2B. C'était là. J'ai hésité, la main levée pour frapper. Puis, la porte s'est ouverte. Devant moi, une femme. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux châtains tirés en arrière, le visage pâle, les yeux bleus. Des yeux bleus, comme les miens. Le souffle coupé, je l'ai regardée. Elle m'a regardé aussi, les yeux grands ouverts, remplis d'émotion. Le temps s'est arrêté. Un silence pesant, chargé d'électricité. Puis, elle a murmuré, la voix tremblante. « Élise, c'est toi ?» Les larmes ont jailli de mes yeux. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a ouvert grand la porte, m'invitant à entrer. « Entre, mon enfant, entre. » L'appartement était petit, modeste, mais propre et rangé. Des meubles anciens, quelques photos sur les murs, des livres partout. Une atmosphère chaleureuse, malgré la simplicité des lieux. Isabelle m'a fait asseoir sur un vieux canapé en velours, puis s'est assise en face de moi, me regardant intensément. Ses yeux étaient humides, remplis d'une émotion contenue. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu es là, devant moi, après toutes ces années. J'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer mes nerfs. Moi non plus, ai-je répondu, la voix tremblante. C'est incroyable. Elle a souri, un sourire timide, émouvant. Laisse-moi te regarder, a-t-elle dit doucement. Laisse-moi voir à quoi tu ressembles, ma fille. Les mots ont résonné en moi, chargés d'une signification profonde. Ma fille. C'était la première fois que j'entendais ce mot appliqué à moi, venant de la bouche de ma mère biologique. L'émotion m'a submergé à nouveau.
J'ai senti les larmes monter, incontrôlables. Isabelle s'est levée, s'est approchée de moi et m'a prise dans ses bras. Un câlin maladroit, hésitant, mais rempli d'une tendresse infinie. J'ai enfoui mon visage dans son épaule, laissant les larmes couler librement. Elle m'a serré fort contre elle, murmurant des mots doux, des paroles réconfortantes. « C'est bon. Pleure, mon enfant. Laisse sortir tout ça. » Nous sommes restés enlacés un long moment, dans un silence empli d'émotions et de compréhension mutuelle. Puis, nous nous sommes séparés, essuyant nos larmes, les yeux rougis, mais le cœur plus léger. Isabelle m'a offert un thé que j'ai accepté avec gratitude. Nous nous sommes assises à la petite table de la cuisine, face à face, comme deux inconnus qui apprenaient à se connaître. Elle a commencé à me raconter son histoire, son enfance difficile, ses rêves brisés, sa rencontre avec mon père, une histoire d'amour passionnée mais éphémère. Elle m'a parlé de sa décision de me confier à l'adoption, un choix déchirant, mais qu'elle avait toujours cru être le meilleur pour moi. Elle a répondu à toutes mes questions avec honnêteté et sincérité. Je l'ai écoutée attentivement, absorbant chaque mot, chaque détail, essayant de reconstituer le puzzle de mon passé. Plus nous parlions, plus je me sentais proche d'elle, plus je comprenais ses choix, ses souffrances, son amour pour moi. Elle n'était pas une étrangère, une inconnue. Elle était ma mère, une femme complexe, blessée par la vie, mais remplie de tendresse et de regrets. La journée a passé vite, trop vite. Nous avons parlé pendant des heures, sans nous arrêter, comme si nous avions un besoin urgent de rattraper le temps perdu. Le soir est tombé, illuminant Paris de ses lumières scintillantes. Isabelle m'a proposé de dîner avec elle. Nous avons mangé simplement dans la cuisine, en continuant à parler, à rire, à pleurer. J'avais l'impression de la connaître depuis toujours, comme si un lien invisible nous unissait, par-delà le temps et la distance. À la fin de la soirée, il a fallu se séparer. L'idée de la quitter, même pour une nuit, me serrait le cœur. Isabelle a senti mon hésitation. « Reste avec moi », a-t-elle proposé doucement. « Dors ici, ce soir. Si tu veux... » J'ai accepté sans hésiter. L'idée de passer la nuit chez elle, de prolonger cette rencontre magique, me remplissait de joie. Elle m'a préparé un lit sur le canapé et nous avons passé encore quelques heures à parler avant de nous endormir, épuisées mais heureuses. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans l'appartement d'Isabelle avec un sentiment de paix et de plénitude que je n'avais jamais connu auparavant. J'avais retrouvé ma mère biologique et c'était merveilleux. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions, de découvertes, de moments partagés. J'ai passé tout mon temps avec Isabelle, explorant Paris ensemble, visitant des musées, flânant dans les parcs, déjeunant dans des bistrots typiques. Nous avons parlé de tout et de rien, des souvenirs d'enfance, des rêves d'avenir, des joies et des peines de la vie quotidienne. J'ai appris à connaître Isabelle, sa personnalité complexe, son humour sarcastique, sa sensibilité à fleur de peau. Elle m'a raconté sa vie après l'adoption, ses difficultés, ses déceptions, mais aussi ses moments de bonheur, ses réussites professionnelles, ses amitiés fidèles. Elle travaillait comme bibliothécaire dans une petite bibliothèque de quartier, un métier qu'elle aimait passionnément. Elle vivait seule, mais elle avait une vie sociale riche et active, entourée d'amis et de collègues. Elle m'a présenté quelques-uns de ses amis qui m'ont accueilli chaleureusement, comme si j'avais toujours fait partie de leur cercle. J'ai découvert une autre facette de moi-même, une partie de mon identité que j'ignorais jusqu'à présent. En regardant Isabelle, en l'écoutant parler, en observant ses gestes, ses mimiques, je me reconnaissais en elle. Nous avions des points communs évidents, des goûts similaires, des manières de penser
et de réagir parfois étonnamment semblables. C'était comme si un miroir s'était brisé et que je découvrais enfin tous les fragments de mon reflet, éparpillés dans le temps et l'espace. Marie et Paul m'appelaient tous les jours, inquiets et curieux de savoir comment se passait ma rencontre avec Isabelle. Je leur racontais tout, les émotions, les découvertes, les moments de joie et de tristesse. Ils étaient heureux, pour moi, soulagés de me savoir épanoui, mais aussi un peu tristes. Je le sentais, de me sentir si proche d'une autre femme, si loin d'eux. Je leur ai promis de rentrer bientôt, de leur raconter tout en détail, de les rassurer sur mes sentiments pour eux. Ils restaient mes parents, mes seuls et uniques parents. Isabelle le comprenait parfaitement. Elle n'avait aucune intention de remplacer Marie et Paul dans ma vie. Elle voulait juste être présente, à mes côtés, comme une mère biologique, une amie, une confidente. Notre relation était en train de se construire doucement, pas après pas, sur des bases solides de respect, de compréhension et d'affection mutuelle. Un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant du quartier, Isabelle est devenue soudainement silencieuse, pensive. Son visage s'est assombri, ses yeux ont perdu leur éclat habituel. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle ?» ai-je demandé doucement. « Tu as l'air soucieuse. » Elle a hésité un instant, puis a soupiré, le regard baissé sur son assiette. « Élise, il faut que je te parle. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai senti un frisson parcourir mon corps. Je savais que ce moment allait arriver. Le moment où les secrets seraient révélés. Le moment où la vérité, peut-être douloureuse, allait éclater au grand jour. « Parle !» ai-je dit simplement, essayant de garder mon calme. Elle a levé les yeux vers moi, le visage grave, les yeux emplis de tristesse. « C'est à propos de ton père, » a-t-elle commencé, la voix hésitante. « Ton père biologique, il n'est pas mort. » J'ai froncé les sourcils, surprise et confuse. « Pas mort? Mais tu m'as dit qu'il était mort dans ta lettre. » Elle a baissé la tête, les joues rouges de honte. « Je sais, je t'ai menti. Je ne voulais pas te dire la vérité. C'était trop compliqué, trop douloureux. Pourquoi m'as-tu menti ?» ai-je demandé, la voix un peu plus ferme. Pourquoi m'as-tu caché qu'il était vivant? Elle a pris une grande inspiration, comme pour se donner du courage. Parce que ton père, c'est un homme dangereux, Élise, un homme terrible, et je voulais te protéger de lui. Un silence pesant s'est installé entre nous. Mes pensées tourbillonnaient, confuses, alarmantes. Un homme dangereux? Un homme terrible? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qui était mon père biologique? Et pourquoi Isabelle avait-elle si peur de lui? « De quoi parles-tu, Isabelle ?» ai-je insisté, la voix tremblante. « Qui est-ce mon père? Dis-moi la vérité. » Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. « Ton père s'appelle toujours Henri Moreau. Henri Moreau, mon nom de naissance, le nom que j'avais porté avant d'être adopté. Un nom banal, commun, mais dans la bouche d'Isabelle, il sonnait comme une malédiction. Henri Moreau, ai-je répété, incrédule. Je ne comprends pas, je ne connais pas de Henri Moreau. Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues. Tu ne le connais pas, mais tu devrais le connaître.
Parce que Henri Moreau, c'est un criminel, Élise, un assassin, un homme recherché par la police depuis des années. Les mots ont résonné dans ma tête, comme un coup de tonnerre. Un criminel, un assassin. Mon père biologique était un criminel. Je me suis senti vaciller, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. La vérité était là, brutale, violente, terrifiante. Et Isabelle me suppliait de garder le silence. Le silence s'est prolongé, lourd, oppressant. J'étais incapable de parler, de bouger, de réagir. Les mots d'Isabelle résonnaient en boucle dans ma tête, comme un cauchemar éveillé. Mon père biologique, un criminel, un assassin, Henri Moreau. Un nom qui soudainement prenait une dimension monstrueuse, terrifiante. Isabelle me regardait, les yeux emplis de larmes et d'angoisse. Elle attendait ma réaction, ma réponse. Mais j'étais figé, paralysé par le choc. Un criminel? Ai-je fini par murmurer, la voix à peine audible. Un assassin, tu es sûr de ce que tu dis? Elle a hoché la tête, les larmes coulant abondamment sur ses joues. Oui, Élise, je suis sûr. Je le sais depuis toujours. C'est pour ça que je t'ai confié à l'adoption. Pour te protéger de lui, pour te donner une vie meilleure, loin de son monde, loin de sa violence. Elle a repris son souffle, essayant de se calmer, de reprendre le contrôle de ses émotions. Henri était charmant au début, séduisant, jeune, inconsciente. Je suis tombée amoureuse de lui, folle amoureuse, sans me rendre compte, sans voir. Le monstre qui se cachait derrière son sourire. Elle a fermé les yeux comme pour chasser de mauvais souvenirs. Il était impliqué dans des affaires louches, du trafic de drogue, des vols, des braquages. Je le savais, je le sentais, mais je fermais les yeux. Je ne voulais pas voir la vérité en face. Et puis il y a eu ce meurtre, un homme, un rival, qui l'a tué de sang-froid. Devant mes yeux, j'étais là. J'ai tout vu. Sa voix s'est brisée, étranglée par l'émotion. Les larmes coulaient sans interruption, inondant son visage. J'ai tendu la main, j'ai pris la sienne, la serrant fort, essayant de la réconforter. « Oh, Isabelle !» ai-je murmuré, le cœur serré. « Je suis tellement désolé. C'est horrible. » Elle a serré ma main en retour, cherchant du réconfort dans mon contact. Après ça, j'ai eu peur, très peur. Pour moi, pour toi. J'étais enceinte. Je savais que je ne pouvais pas garder cet enfant. Pas avec lui. Pas dans ce monde de violence et de danger. Je voulais te protéger, te sauver, te donner une chance de vivre une vie normale, une vie heureuse. Alors, j'ai pris la décision de te confier à l'adoption. Un déchirement, une douleur incommensurable. Mais je savais que c'était la seule solution, la seule façon de te protéger d'Henri. Elle a repris son souffle, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. J'ai disparu, j'ai changé de ville, j'ai refait ma vie. J'ai essayé d'oublier Henri, d'oublier ce meurtre, d'oublier la peur. Mais je n'ai jamais oublié ton père. Et je n'ai jamais oublié la menace qu'il représentait, la police. Il le recherche toujours ? Ai-je demandé, la voix tremblante.
Elle a hoché la tête. Oui, depuis 30 ans, il est en cavale, un fugitif, un fantôme, mais il est toujours là, quelque part. Et je sais, je sens qu'un jour, il reviendra. Un frisson m'a parcouru le corps. La peur d'Isabelle était palpable, contagieuse. Je comprenais maintenant son angoisse, son besoin de secret, sa supplication de garder le silence. Et tu as peur qu'il me retrouve? Ai-je demandé, la voix brisée, que je sois en danger à cause de lui? Elle a hoché la tête à nouveau, les yeux remplis de terreur. Oui, Élise, c'est ma plus grande peur. Si Henri apprenait ton existence, si jamais il découvrait que tu es ma fille, il pourrait te faire du mal, il pourrait te manipuler, te menacer, te détruire la vie, comme il a détruit la mienne. C'est pour ça. C'est pour ça que je t'ai supplié de garder le secret, de ne rien dire à personne, de ne pas révéler ton identité, de ne pas attirer son attention. Je veux te protéger, Élise. Je veux te garder en sécurité, loin d'Henri, loin de son ombre. Ces mots résonnaient en moi, lourds de sens, chargés de danger. Je comprenais maintenant l'étendue du secret qu'elle me demandait de garder. Ce n'était pas un simple secret de famille, une petite histoire cachée dans le passé. C'était un secret vital, un secret de survie, un secret qui pouvait mettre ma vie en danger. Je comprends, ai-je dit doucement, essayant de rassurer Isabelle. Je ne dirai rien, je garderai le secret. Je te le promets. Elle a soupiré de soulagement, un poids semblant se lever de ses épaules. Merci, Élise. Merci. Je sais que je peux te faire confiance. Je sais que tu ne me trahiras pas. Elle a pris ma main à nouveau, la serrant fort, les yeux remplis de gratitude. Mais il y a autre chose, a-t-elle ajouté, la voix hésitante. Un autre secret, encore plus terrible, encore plus dangereux. Mon cœur s'est arrêté de battre un instant. Un autre secret, encore plus terrible. Qu'est-ce que ça pouvait être? Je sentais la tension monter en moi. L'angoisse me gagnait à nouveau. Quoi? Ai-je murmuré, la voix tremblante. Quel autre secret? Elle a baissé les yeux, le visage pâle, les lèvres serrées. Ce secret concerne ton père et moi. Elle a repris son souffle, comme si elle hésitait à prononcer les mots suivants. Ce secret, c'est la raison pour laquelle Henri est toujours en cavale, la raison pour laquelle la police le recherche avec autant d'acharnement, la raison pour laquelle sa vie est en danger, et la mienne aussi. Dis-moi, Isabelle, ai-je insisté, la voix de plus en plus anxieuse. Dis-moi tout, je dois savoir, je dois comprendre. Elle a levé les yeux vers moi, le regard désespéré, les larmes coulant à nouveau. Le secret, Élise, c'est que Henri n'a pas tué qu'un seul homme. Il en a tué 2. 2 hommes, 2 meurtres. La révélation était encore plus choquante, plus terrifiante que je ne l'avais imaginé. Mais ce n'était pas tout. Isabelle n'avait pas encore tout dit. Je le sentais confusément. Il y avait encore quelque chose de plus sombre, de plus profond, de plus terrible, caché derrière ses paroles hésitantes, son regard angoissé. 2 hommes, ai-je répété, la voix brisée.
Qui était le deuxième homme? Elle a pris une grande inspiration, fermant les yeux un instant, comme pour se donner du courage. Puis, elle a ouvert les yeux, me regardant droit dans les yeux, le visage crispé par la douleur et la honte. Le deuxième homme, Élise, c'était mon père. Les mots d'Isabelle ont résonné en moi comme un coup de poignard en plein cœur. Mon grand-père biologique, assassiné par mon père biologique. L'horreur absolue, l'inceste, le meurtre, le secret, la fuite, la peur. Tout s'emboîtait dans un puzzle macabre et terrifiant. Je comprenais maintenant l'étendue du secret, la raison de la terreur d'Isabelle, son besoin de se cacher, de me cacher. Nous étions liés par un passé sanglant, par une histoire familiale tragique et monstrueuse. Le silence s'est abattu sur nous, plus pesant que jamais. J'étais incapable de parler, de penser, de ressentir quoi que ce soit. Le choc était trop violent, trop brutal. Isabelle me regardait, les yeux emplis de désespoir. Elle avait enfin tout révélé, tout déballé, le poids du secret enfin déposé. Mais le poids de la vérité était encore plus lourd, plus insupportable. Ton père? Ai-je fini par murmurer, la voix brisée par l'émotion. Henri a tué ton père? Ton propre père? Elle a hoché la tête, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Oui, Élise, c'est ça. C'est la vérité. La terrible vérité. Elle a repris son souffle, essayant de raconter l'horreur de cette nuit fatale. Mon père, il était contre notre relation. Il n'acceptait pas qu'Henri et moi. Il le méprisait. Il le jugeait. Il avait raison. Il avait vu clair en lui. Mais j'étais aveugle, amoureuse, sotte. Un soir, il y a eu une dispute, une violente dispute entre mon père et Henri. À la maison, chez mes parents, j'étais là. J'ai essayé de les arrêter, de les calmer. Mais c'était trop tard. Henri était hors de lui. Fou de rage, il a attrapé un couteau de cuisine, et il a poignardé mon père en plein cœur. Sa voix s'est brisée à nouveau, étranglée par les sanglots. Les images de cette scène atroce se sont mises à défiler dans ma tête. Horrible, insoutenable. Mon grand-père, assassiné sous les yeux de sa fille, par l'homme qu'elle aimait. L'inceste, le meurtre, la trahison. Tout était là, dans cette histoire sordide, dans ce secret monstrueux. Après le meurtre, Henri a paniqué. Il a pris la fuite. Il s'est enfui, laissant mon père mort. Et moi, seule, brisée, détruite. La police. Ils sont arrivés rapidement. J'ai tout raconté. La dispute, le couteau, le meurtre. J'ai dit la vérité. Toute la vérité. Mais ils n'ont jamais retrouvé Henri. Il a disparu, volatilisé, comme un fantôme. Et depuis 30 ans, je vis dans la peur, dans la culpabilité, dans la honte. J'ai peur qu'Henri revienne, qu'il me retrouve, qu'il me fasse du mal, ou qu'il te retrouve.
et qu'il te fasse du mal à toi. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges, gonflés de larmes. C'est pour ça, Élise. C'est pour ça que je t'ai supplié de garder le secret, de ne rien dire à personne, surtout pas à la police. Si la police apprenait que tu es ma fille, si jamais ils découvraient que tu as retrouvé ta mère biologique, ils pourraient te mettre sur écoute, te surveiller, espérant qu'Henri te contacte, espérant te prendre au piège pour l'attraper. Mais ce serait trop dangereux pour toi, pour nous deux. Je te supplie, Élise, garde le silence. Ne dis rien à personne. Protège-toi. Protège-moi. Promets-moi que tu ne diras rien. Sa supplication était déchirante, désespérée. Je voyais la terreur dans ses yeux, la peur panique qui la rongeait depuis 30 ans. Je comprenais son besoin de secret, son désir de protection. Et je comprenais aussi le danger qui planait sur nous, l'ombre menaçante de mon père criminel, assassin de mon grand-père. Je te le promets, Isabelle, ai-je dit doucement, prenant sa main dans la mienne. Je ne dirai rien à personne. Je garderai le secret. Je te protégerai. Je nous protégerai. Elle a soupiré de soulagement, un poids semblant se lever de ses épaules. Elle m'a serré dans ses bras, un long câlin silencieux, empli de compréhension et de complicité. Nous étions liés à jamais, par le sang, par le secret, par la peur. Mère et fille, victimes d'un monstre, obligées de se cacher, de se taire, de survivre dans l'ombre. Le reste de la soirée s'est écoulé dans un silence lourd et pensif. Nous avons dîné en silence, les yeux baissés, les pensées sombres. La joie des premiers jours avait disparu, remplacée par l'angoisse, la peur, le poids du secret. Après le dîner, je suis rentré à l'hôtel, l'esprit tourmenté, le cœur lourd. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Les révélations d'Isabelle tournaient en boucle dans ma tête, comme un cauchemar sans fin. Mon père, un criminel, un assassin, un homme recherché par la police depuis 30 ans. Mon grand-père, assassiné par mon père, sous les yeux de ma mère. Un secret monstrueux, une histoire familiale tragique et sanglante. Et moi, au milieu de tout ça, lié par le sang à ces deux êtres brisés, victimes et bourreaux à la fois. Le lendemain matin, je me suis réveillé épuisé, angoissé, perdu. Je savais que ma vie venait de basculer à jamais. Rien ne serait plus jamais comme avant. J'avais retrouvé ma mère biologique, mais j'avais aussi découvert un secret terrible, un secret qui allait changer ma vie à jamais. Et Isabelle m'avait supplié de le garder. Un secret qui allait me hanter, me tourmenter, me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours. Un secret que je devais garder pour protéger ma mère, pour me protéger moi-même, pour survivre à l'ombre de mon père criminel. J'étais prise au piège, enfermée dans un silence mortel, liée à un secret monstrueux. Et je savais, au fond de moi, que ce secret allait nous détruire, Isabelle et moi, un jour ou l'autre. Le terrible secret que ma mère biologique m'avait supplié de garder.